Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à la voix des sans-voix et bienvenue dans la dernière partie de l'édition du soir. Comme tous les soirs, je suis avec Hassan Gueye. Bonsoir Hassan. Bonsoir Moustapha. On parlera certainement de pain dans la rubrique Vue du Net. Effectivement, avec la décision prise à l'issue des travaux du Comité national de la consommation qui dit que le prix du pain, la baguette de 230 grammes va être vendue à partir, en tout cas la décision a été prise hier, et cette baguette va être vendue à 200 francs à Dakar et les prix dans les autres régions ne sont pas encore fixés. Donc une décision qui a suscité beaucoup de commentaires comme vous le devez. Et puis nous bouclerons cette édition du soir avec la revue de la presse en ligne. Mais en attendant, nous avons le plaisir de recevoir Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS. Bonsoir Saourou. Bonsoir Moustapha, bonsoir M. Gueye, Ibrahima. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent depuis Walfadjri, particulièrement les enseignants du Sénégal qui vont demain pour la rentrée scolaire aussi. Alors, vous sortez d'un congrès qui a permis votre reconduction à la tête du syndicat. Que retenir finalement de ce congrès? Oui, profitez de l'opportunité que vous m'offrez pour remercier très sincèrement les congressistes du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire qui m'ont élu à l'unanimité. Nous étions là depuis un ensemble de congrès organisés par notre organisation. Mais cette élection quand même était historique parce que c'était la première fois que nous ayons un secrétaire général élu à l'unanimité. Et dire aussi que le congrès c'est un moment de bilan et de perspective. Le bilan c'est les quelques éléments ou quelques accords que nous avons pu concrétiser avec l'État du Sénégal, les quelques avancées que nous avons eues dans le système éducatif, notamment la question de l'indemnité de logement des enseignants qui passe de 60 000 à 100 000 francs, même s'il y a des impôts qui se sont greffés là-dedans. Il y a aussi, quoi qu'on dise, la question du système de rémunération des agents de l'État. Aujourd'hui, l'État n'a plus le droit de reculer parce que l'étude a été faite. L'étude confirme que c'est un système frappé d'inéquité et d'injustice. Il va falloir donc aller vers la concrétisation à travers la mise en place d'un nouveau système de rémunération. Je sais aussi que la question des passerelles professionnelles, depuis longtemps, on en parlait, mais aujourd'hui, la réalité est que le concours est organisé et nous attendons l'organisation du deuxième concours pour cette année 2019. Il y a aussi, quoi qu'on dise, la question des sortants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui n'étaient pas recrutés dans la fonction publique. Nous nous sommes battus et ils sont maintenant aujourd'hui recrutés, ils sont agents de l'État et fonctionnaires de l'État. Ça, c'est la lutte syndicale qui a permis à arriver à ce niveau-là. La question des lenteurs administratives, aujourd'hui, c'est une réalité qui continue à nous fatiguer, avec surtout la question des validations. Mais je sais que quand même, avec la pression de nos organisations, nous avons réussi quand même à institutionnaliser le guichet unique, à faire à l'État du Sénégal des opérations coup de poing, même si encore ma conviction est que nous devons aller au-delà de ça. Une administration moderne, on ne peut pas la gérer à partir d'opérations de coup de poing ou des guichets uniques. Il faut aller vers la dématérialisation. Il faut utiliser la technique et la technologie pour arriver quand même à dépasser ces lenteurs-là. Voilà donc un ensemble de préoccupations qui sont là. Ça c'est le bilan qui a permis votre réélection, mais il y a certainement des défis qui vous attendent. Oui, bien sûr, les défis, je les ai même brossés parce que, vous savez, il faudrait qu'on dépasse la théorie sur certaines questions, notamment la question du système de rémunération. Je crois que dès que l'étude a été faite et que le président lui-même a décidé de mettre l'inspection générale de l'État sur la question, il a toutes les conclusions aujourd'hui. On ne peut plus nous convoquer en atelier pour parler encore du système, sauf si on nous convoque pour nous présenter une nouvelle grille salariale qui peut être discutable. Je crois que c'est ça que nous attendons de l'État du Sénégal. Sur d'autres points, sur les lenteurs administratives, la dématérialisation, il faut que ça prenne forme. Avec l'histoire du paiement qu'on a commencé au niveau de la fonction publique, je crois qu'il faudrait qu'on dématérialise tout le processus parce que les dossiers qui venaient de l'intérieur du pays mais n'arrivaient pas forcément à la fonction publique, si bien que ce soit les avancements, les intégrations ou la validation, mais il y avait toujours des difficultés. Si maintenant on dématérialise complètement le système,
système et que l'Internet puisse aider à raccourcir le circuit des visas, moi je crois que ça peut aider à améliorer. Sur d'autres plans aussi, c'est que nous parlons beaucoup des impôts sur les salaires, des impôts sur les rappels. Je crois que déjà l'occasion nous est offerte demain dans une rencontre avec le docteur Cheikh Kanté qui conduit les travaux du monitoring, avec le ministre de l'économie, des finances et du budget. Nous allons discuter de ces questions-là pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger, surtout sur le plan de ces impôts-là. Je sais aussi que sur les passerelles, enfin sur les mises en position des stages, il y a que l'État n'avait pas respecté les engagements qu'on avait retenus donc comme un accord à travers un atelier. Maintenant, le ministre de l'Éducation a instruit le directeur de la formation à reprendre la commission. Moi, je sais aujourd'hui tout simplement, j'ai échangé, d'abord hier, j'ai échangé avec la FASTEF. Aujourd'hui, nous avons échangé avec la direction de la formation. Je sais que quelque chose est en train de bouger à ce niveau-là, mais encore une fois de plus, il faudrait qu'on aille vers la réorganisation de la commission pour qu'on prenne en charge tout le monde. Il restait maintenant la question des PCMG en EPS avec le CNEPS de Thiès qui a traversé beaucoup de difficultés pour tout simplement des enseignants en grève de la faim. Justement, pour la prise d'un décret qui institue le corps des PCMG en EPS et qui permet le recrutement des détenteurs des diplômes et le reversement des MEP. Depuis Mathusalem, on parle de ce décret-là. Maintenant, on m'a informé que la mouture du décret, le projet, a quitté maintenant la fonction publique. On l'a envoyé au niveau du ministère des Sports et peut-être de là, maintenant, ça va arriver sur la table du Conseil des ministres pour sa signature. En tout cas, nous l'avons dit, ce décret-là, personne ne peut plus attendre qu'on nous fasse encore des promesses et des promesses alors que la réalité est qu'on devrait dépasser ces questions-là. Alors, ça aussi, les enseignants ont rejoint les classes ce lundi 1er octobre et demain jeudi sera au tour des élèves. Pensez-vous que toutes les conditions sont réunies pour une bonne rentrée? Toutes les conditions ne sont pas réunies, il faut le dire, et sans ambiguïté. Pour la bonne et simple raison qu'il y a des raisons objectives qui font que la situation de certaines écoles ne permet pas le démarrage des cours. D'abord, nous parlons d'écoles, mais je parle des abris provisoires, qui sont autour de 6 000 au plan national. Vous savez que les abris provisoires, avec l'hivernage, il n'y a plus de classe. Alors, l'hivernage est encore là. Et par conséquent, dans ces écoles où il y a des abris provisoires, il n'y a pas d'école en réalité. Donc, ces élèves-là ne peuvent pas commencer. Il y en a des écoles, mais qui sont aujourd'hui inondées. Allez, tout simplement, dans la banlieue dakaroise, même le journal Le Monde. Voilà, des images qui montrent qu'ici, on ne pense pas même à Ziguinchor. On ne pense pas pouvoir amener des enfants ici. Et l'autre aspect aussi, c'est la question des sortants des écoles de formation. Si on ne prend pas les dispositions pour qu'ils sortent à temps, afin qu'on les affecte dans les établissements qui doivent les accueillir, mais le plus naturellement du monde, ces établissements en manque d'enseignants ne peuvent pas démarrer. Donc, le Ubité Djangrité, ça peut être un concept mobilisateur, mais encore une fois de plus, tant que nous ne réglons pas ces questions que je viens de citer, mais ça ne peut pas être une réalité. Maintenant, les responsabilités sont partagées. Il y a une part qui concerne l'État du Sénégal, qui doit faire de sorte que les écoles de formation puissent libérer ces jeunes enseignants qui ne demandent qu'à servir le Sénégal. Et l'autre aspect aussi, c'est les mairies, les collectivités locales. Les collectivités locales qui doivent vraiment se rappeler que l'école est d'abord l'école de leur commune, l'école de leur quartier. Justement, c'est à ce niveau qu'on est souvent étonné de voir l'état dans lequel se trouvent certaines écoles à la veille de la rentrée, d'autant plus qu'on sait qu'au Sénégal, on démarre quand même l'année scolaire au mois d'octobre. Oui. Pourquoi on ne prendrait pas des dispositions requises pour qu'au moins 2 semaines avant l'ouverture des classes, que les écoles puissent accueillir? Mais écoutez, c'est totalement inacceptable parce que nous faisons la même chose et à tout moment. Absolument. Tout le monde sait que l'école ouvre en octobre. Et ensuite, ce qui est plus inacceptable, c'est que quand vous prenez ces communes-là, on attend juste que la catastrophe soit là, l'ouverture est là, on va déplacer les médias pour dire que nous donnons des cahiers, nous donnons des livres et des motopompes. Oui. C'est inacceptable. Et je rappelle aussi que nous n'avons que 4 mois de pluie au Sénégal. Et regardons, justement, regardons les pays qui sont à côté, en Guinée. Mais regardez comment dirais-je, le Gabon. Ces pays équatoriaux, mais ça pleut tout le temps. Et pourtant, il y a des écoles, les écoles fonctionnent. Comment se fait-il que nous, avec 4 pluies seulement, il y a tout un ensemble d'établissements qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'ils inondent? La réalité est que les gens n'assument pas entièrement leurs responsabilités par rapport à un État qui n'assume pas entièrement ses responsabilités, les collectivités locales qui ne font pas ce qu'ils ont à faire. Oui. Mais
L'enseignant, lui, quelle est sa responsabilité dans le fait qu'on ne puisse pas avoir du Ubitei Djangtei? Écoutez, moi, je le dis aussi pour la vérité. Les enseignants, à chaque fois qu'on leur dit que la rentrée des enseignants, c'est le 1er octobre, l'écrasante majorité des enseignants sont à leur poste. La vérité est que s'il y a quelques absences, c'est lié à des maladies ou à des situations de toute façon que l'agent même peut justifier. Mais ça ne nous a jamais posé de problème qu'on nous dise que la rentrée c'est à tel moment. Sauf que quand vous arrivez à l'école, mais vous vous rendez compte déjà vous en tant qu'enseignant que l'école n'est pas praticable. Et il ne vous appartient pas vous de désherber. Il ne vous appartient pas de faire la désinfection. Il ne vous appartient pas de faire certaines tâches qui relèvent de d'autres responsabilités. Sauf que nous venons, et notre profession, c'est d'enseigner des enfants. Et très souvent même, vous faites une semaine sans voir même 2 ou 3 élèves. Ça aussi, c'est des situations qui sont là, objectivement présentes. Donc l'État est responsable, les collectivités territoriales sont responsables, les parents aussi, quand vous parlez des absences des élèves. Mais parlons un peu de votre responsabilité en tant qu'enseignant. On a entendu le G20, c'était hier, demander ou appeler à boycotter cette ouverture de ce jeudi. Êtes-vous dans la même dynamique? Je rappelle que nous ne sommes pas du G20. Et là aussi, nous sommes le G7. Est-ce que le G7 est dans la même dynamique que le G20? Non. Écoutez, vous savez, nous, c'est pour éviter tout ce tintamarre, excusez de le dire comme ça, que nous-mêmes, en tant qu'organisation syndicale de l'éducation, nous avions demandé à l'État du Sénégal d'aller à des élections de représentativité. Parce que figurez-vous, autour de la table de négociation avec le gouvernement du Sénégal, on était plus de 50 organisations. Ne serait-ce que nos prises de parole pouvaient prendre l'essentiel du temps. Nous avions dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et pour rationaliser la table de négociation, nous avions demandé, nous tous, à l'État du Sénégal, mais d'organiser des élections de représentativité dans le secteur. À partir de ce moment, les enseignants de façon libre vont décider de qui parlera à leur nom. Si cette volonté-là est respectée jusqu'au moment où je vous parle, ça veut dire que c'est le G7 qui doit pouvoir parler au nom de ses enseignants. Sauf qu'aussi, il faut le reconnaître. Ce qui ne veut pas dire que les autres syndicats c'est ce que je voulais ajouter. ont le droit d'exister. C'est ce que je voulais ajouter. C'est des syndicats qui existent. Mais je crois aujourd'hui, c'est très facile que moi, Saourou, je me lève de mon lit, je trouve mon ami Mustapha ou Hassan pour leur dire que j'ai besoin d'un plateau de télévision et je dis ce que je veux. Je sais très bien que les enseignants iront à leur poste parce que c'est des agents de l'État et c'est des républicains aussi, dans le sens vrai du terme. Et maintenant que quelqu'un décrète quelque part une décision qui ne correspond pas à la réalité sur le terrain aussi, ça n'engage que. Mais je sais aujourd'hui que le G7 ne boycotte aucune rentrée scolaire. Et par conséquent, alors, donc, les élections de représentativité, c'était il y a quelque temps déjà. Oui. Est-ce que quelque part, Saourou Sène, vous ne vous dites pas qu'il est possible, il est tout à fait possible que les enseignants qui vous avaient fait confiance lors de ces élections de représentativité-là puissent migrer vers d'autres syndicats ou bien faire confiance à d'autres syndicats, même s'il n'y a pas encore une élection qui dit que... C'est bien possible. C'est bien possible, sauf que nous n'avons pas le monopole de la vérité. Nous sommes sur le terrain et nous travaillons... Les échos que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup de responsables d'autres syndicats qui nous disent que bon, les enseignants ne font plus confiance au G7. Écoutez, ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, dès qu'il y a eu élection, il y a ce qu'on appelle des vainqueurs et peut-être des vaincus. Je ne le souhaitais pas comme ça. Oui. Je pense que le seul vainqueur doit être l'éducation nationale, les enseignants du Sénégal. C'est ma conviction. Sauf que maintenant, ceux qui, à l'issue des élections, ont moins de 2%, et qui parlent aussi, qui s'agitent, ils expriment leur existence. C'est leur droit le plus absolu. Mais de là à décréter que oui, les enseignants ont abandonné les autres et venir, ça, on ne pourra le dire qu'après les prochaines élections. Et je voudrais ajouter aussi, moi, je crois que je suis une preuve par rapport à ce que nous faisons. Je connais très bien mon syndicat. Une grande organisation formée de jeunes. Une jeune organisation formée de jeunes aussi. Et vous savez, comme on a l'habitude de le dire, les jeunes n'ont pas froid aux yeux. Si le SAEMS n'avait pas pris en charge les préoccupations des camarades
qui ont librement adhéré à cette organisation, je ne crois pas que je serai réélu. Ou bien si je serais réélu, ce serait très difficile. Mais j'ai été réélu par acclamation. L'autre aspect que je voudrais souligner aussi, c'est que je connais l'évolution de nos effectifs. De 2016 à aujourd'hui, je sais que nos effectifs ont évolué. Je parle pour le moment du SAEMS que je maîtrise bien. De sorte que dire maintenant que oui, vous n'êtes plus crédible, que les gens vous ont quitté, je laisse l'entière responsabilité à cette personne. Sauf qu'encore une fois de plus, en tout cas, nous ne sommes pas des prophètes. Nous avons la forte conviction que c'est l'école et plus particulièrement des enseignants motivés qui peuvent permettre au Sénégal d'être un pays émergent. Alors, par rapport à cette crédibilité dont vous parlez tout à l'heure, le G20 accuse le G7 d'être la solde de l'État. Écoutez, le G7 n'aura le tort que d'être l'interlocuteur direct des enseignants avec l'État. Et demain, nous serons encore dans une réunion du monitoring autour du docteur Cheikh Kanté et le ministre de l'économie des finances et celui du budget. Nous serons là pour parler uniquement des questions qui sont liées des finances. Et après cette rencontre, nous aurons une rencontre avec le ministre de l'Habitat sur des questions liées uniquement à l'habitat des enseignants. Parce que avec le monitoring tel que nous l'avions eu avec le Premier ministre Boun Abdallah, mais c'est un monitoring qui rassemblait tous les ministres. J'ai l'impression que le format que le docteur Cheikh Kanté va amener, c'est que chaque rencontre avec le ministre sectoriel. Je vous faisais la remarque en vous taquinant tout à l'heure, qu'est-ce que le docteur Cheikh Kanté vient faire dans tout cela. Mais s'il y a retard quand même dans la matérialisation des accords signés du temps du président Mohamed Boun Abdallah Dionne, c'est certainement parce qu'il n'y a plus de Premier ministre dans ce pays. Justement, et ça j'avais fait la remarque à partir même de vos ondes. Dès qu'on nous a annoncé la suppression du poste de Premier ministre, j'ai réagi pour dire que cela a des conséquences sur le protocole d'accord que nous avons signé. Parce que dans le protocole, et c'était objectif, c'est le président qui dit que ajouter un dernier point qui dit que c'est le chef du gouvernement mais qui va assurer le monitoring. Parce que si on ne le fait pas, il y aura du dilatoire. Aucun ministre peut-être ne pouvant convoquer l'autre, ça peut amener du dilatoire. Mais si on dit que c'est le chef du gouvernement qui assure le monitoring, lui, il a la capacité, la latitude de convoquer tous les ministres. Et par conséquent, la suppression a des conséquences. Première conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'il y a quand même un silence pour un temps bien déterminé. Et c'était lié à l'élection présidentielle, où nous, organisation du G7, nous avions pensé que comme nous sommes des organisations totalement indépendantes, qui ne sont pas inféodées du jeu politique, laissons l'agenda républicain se dérouler correctement, permettre aux Sénégalais de choisir librement le président de la République et à partir de ce moment maintenant, nous aurons un gouvernement nouveau et nous allons reprendre. Sauf qu'ils ont accusé du retard pour désigner celui ou celle qui devrait. Maintenant, c'est Cheikh Kanté qui a été désigné par le chef de l'État. Nous avons eu une première rencontre le 27 pour une prise de contact et revenir sur les points. Et lui, le format, en tout cas la correspondance que j'ai reçue ce matin, d'abord j'ai reçu le mail avant-hier et ce matin j'ai reçu le courrier. Je sais très bien que demain, nous devons rencontrer le ministre de l'économie des finances et celui du budget et nous allons parler uniquement de toutes ces questions qui sont liées aux impôts, de nos rappels, des lenteurs dans le paiement des rappels d'intégration autres, également les questions de validation. Si c'est ça maintenant être en collaboration avec le gouvernement, nous serons en collaboration parce que ces questions-là, il faut qu'on les adresse. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte que ce monitoring-là soit géré par un Cheikh Kanté qui, il faut quand même le reconnaître, ne maîtrise pas les questions comme l'aurait maîtrisé le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne? Sauf que qu'il n'a pas suivi le départ du processus. Vous savez, nous n'avons pas l'habitude d'apprécier les personnalités qui sont choisies à un niveau ou à un autre. Ça relève de l'entière responsabilité du chef de l'État. Qu'il soit Cheikh Kanté ou un autre, nous restons dans notre parti en tant que responsables syndicaux. La personnalité que le chef de l'État a choisie, jusqu'à preuve du contraire, nous travaillons avec celle-là. Maintenant, si nous sentons que les choses ne marcheront pas, mais nous sortons pour dire que ça ne marche pas. L'essentiel pour nous est qu'on doit le rappeler. Le gouvernement du Sénégal ne pourra jamais conjurer le sort des enseignants par la magie du verbe. Il faudrait des actes concrets. Et c'est des actes concrets que nous attendons. Vous attendez des actes concrets. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à 21h moins 9 minutes, vous pouvez regarder les Sénégalais, les parents d'élèves et les élèves pour leur dire qu'il y aura une année scolaire, je dirais même pas sans perturbation, mais normale?
Sincèrement, ça dépend de quelque chose. Écoutez, vous savez, moi je l'ai dit, je ne suis pas un saltigué, même si je suis un bon serreur. Je ne suis pas un saltigué. Ce qui va se passer demain, je ne peux pas le dire. La seule chose que je sais, ça dépend de quoi? Une année scolaire ça ne sans dépend que perturbation. du respect des accords signés. Si le gouvernement nous prouve qu'il a cette... Il ne s'agit pas tout simplement même de la volonté de matérialiser, mais qu'on ait des actes concrets. Écoutez, moi je dis que nous sommes des Sénégalais. Et c'est nous qui avons choisi l'éducation nationale en tant qu'acteur du système. Mais c'est nous qui avons dit quand même que nous allons créer les conditions qui permettent à l'éducation nationale d'être une bonne école, une école de la réussite pour tous. À partir de ce moment, il faut que le gouvernement se le tienne pour dit. Les accords qui sont signés, il faut qu'on les matérialise. La question du système de rémunération des agents de l'État, il faut qu'on la corrige. Il faut qu'on le corrige, le système. À partir de ce moment, si cela est fait. Mais si cela est fait, que les enseignants se sentent bien, ils font un travail excellent et vous verrez que quand même c'est en ce moment que le Sénégal pourra être un pays émergent. On va voir et suivre ça avec intérêt. Saourou Sène, le secrétaire général du SAEMS, est l'invité de cette édition du soir qui se poursuit juste après ceci. Hassan, parlons très rapidement des changements sur les prix du pain. Effectivement, avec la baguette de 230 grammes qui est fixée, le prix de cette baguette est fixé à 200 francs depuis hier, mais ça ne concerne que la région de Dakar. Donc il y avait une discussion entre les meuniers et aussi l'État, le boulanger et le directeur du commerce intérieur depuis un moment. Et le comité national de la consommation a donné la nouvelle, c'était hier, une information qui a été très commentée par les internautes qui sont surpris par... Et là, moi-même, je suis surpris. Que la baguette passe de 150 à 200 francs, on aurait pu comprendre une augmentation de 10 francs, de 15 francs, mais là mais je rappelle tout simplement en Tunisie. Il fut un moment où c'est 10 francs qu'on avait ajouté sur le pain, le prix du pain, et c'est les émeutes. Le Soudan, qu'est-ce qui a coûté à le président? Ça c'est l'habitude de me dire qu'au Soudan, vous mettez 1 franc de prix sur le prix du pain. Bonjour les dégâts. Effectivement. Alors, nous y allons avec nos amis du net. Fana Cissé qui commente en premier en disant, en se réveillant, on nous apprend que le comité national de la consommation a validé hier la hausse du prix de la baguette de pain qui pèse 230 grammes. Elle sera vendue désormais à 200 francs CFA dans la région de Dakar et les autres régions. Momar Ndao, que vaut-il dans ce pays, lui qui se proclame ou autoproclame défenseur des consommateurs? Depuis des dizaines d'années, j'ai l'impression que dans ces associations-là, il n'y a pas de congrès, ça ne change jamais. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui sont là. Si association il y a. Alors, c'est une bonne question. Cher Sadibou Kébé a aussi commenté, il dit augmentation du prix du pain à Dakar quand Momar Ndao nous roule dans la farine. L'Ayotollah autoproclamé défenseur des consommateurs Momar Ndao Askosen est bizarrement devenu muet comme une carpe devant cette hausse soudaine, injustifiée et brutale du prix du pain à Dakar. Il nous montre par cette imposture l'étendue de ses conflits d'intérêts et de ses collisions avec le gouvernement. Lui, le conseiller de Macky Sall, il a également prié par son silence face à l'arrivée du géant des télécoms Free qui a racheté Tigo. Momar n'a sorti ni communiqué, ni déclaration, ni post Facebook pour apprécier la bonne nouvelle sur la baisse exceptionnelle des tarifs annoncés par Free pour la simple et bonne raison qu'il est très lié sur le plan professionnel à Sonatel. Le zèbre doit enlever ses rayures, nous dit Cheikh Sadbou Québec. Mohamed Mouitawa Khan a aussi commenté: mon cher ami, je ne défends guère Momar, mais en réalité, qui se mobilise pour accompagner tous ceux qui combattent pour les dérives, les difficultés des Sénégalais? Nous restons dans nos salons, les marcheurs et les dénonceurs se font brutaliser et emprisonner, et nous leur apportons un soutien virtuel sur les réseaux sociaux. À certains moments, ça peut donner envie d'aller à l'ombre aussi. Il faut qu'on fasse notre introspection. Certains qui ne veut pas répondre, et Mahmoud qui ajoute que je pense que les citoyens doivent se mobiliser dans la rue, manifester leur désarroi, autrement le pouvoir va s'appuyer sur des organisations et imposer ses volontés face à un peuple démissionnaire reclus dans son salon et ses réseaux sociaux. Moustapha.
Grand merci à vous, Hassan Gueye. Tout de suite, la revue de la presse africaine, la presse en ligne. D'ici et d'ailleurs, la dernière étape d'ailleurs de cette édition du soir, et c'est avec Safiatou Cissé. Bonsoir. Le décès du secrétaire général du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng le 15 juillet dernier en France avait plongé la formation politique senghorienne dans une léthargie. Mais le parti a fini de faire son deuil et va tourner la page de son défunt secrétaire général. Le secrétariat exécutif national se réunit ce jeudi 3 octobre, informe Cheikh Gueye, secrétaire permanent du parti dans Sénéweb. À l'issue des travaux du comité national de la consommation, une nouvelle homologation du prix de la farine a été annoncée hier par le directeur du commerce intérieur, Netali.com, qui livre l'information détail qu'en ce qui concerne le nouveau format, le prix de la baguette de 230 francs CFA est désormais fixé à 200 francs CFA. Sur un autre registre, Walfnet.com rapporte que les 25 bolides saisis par la Suisse dans le cadre d'une procédure judiciaire contre Théodorin Obiang, vice-président de Guinée équatoriale, ont trouvé preneur pour 23,4 millions de francs suisses, soit plus de 14 milliards de francs CFA lors d'enchères caritatives près de Genève. La vente a eu beaucoup de succès. Les fonds seront reversés par la Suisse à des œuvres caritatives en Guinée équatoriale. Petit pays pétrolier où sévit l'une des plus graves corruptions au monde selon l'ONG Transparency International et où une grande partie de la population vit dans la pauvreté. De son côté, Jeune Afrique nous fait savoir que le gouvernement congolais a approuvé le projet de loi des finances pour l'année 2020. Au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 27 septembre 2019, chiffré à 7 milliards de dollars, ce budget ne correspond pas aux promesses du président Félix Tshisekedi, affirment de nombreux parlementaires de la majorité comme de l'opposition, indique le confrère. Grand merci à vous, Safiatou Cissé. Hassan Gueye, merci. Merci, Moustapha. Saourou Sène, merci à vous. Mais Moustapha, merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'édition du soir et puis revenez quand vous voulez. Mesdames et messieurs, grand merci également à vous. Merci pour la fidélité. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne chaque soir et bien avant.